Comment transformer un passé marqué par la rue et la dépendance en une source d'inspiration et de résilience? Isabelle partage son parcours hors du commun, de son adolescence en itinérance à ses accomplissements en tant qu'autrice, chercheuse et conférencière. À travers ses écrits, elle explore les dynamiques sociales et personnelles qui façonnent nos vies, tout en offrant une voix à ceux qui en sont privés. Quels sont les messages qu'elle souhaite transmettre à travers ses récits et comment son parcours peut-il inspirer d'autres à surmonter l'adversité? Je suis originaire de la Rive-Sud de Montréal. Je me suis installée en Gaspésie il y a 12 ans. Et en fait, c'est dans le cadre d'une maîtrise en études des pratiques psychosociales à l'UQAR où je m'intéressais particulièrement aux luttes de pouvoir dans les équipes multidisciplinaires. Et d'un travail à l'autre, en fait, en écriture phénoménologique, c'est-à-dire de vraiment prendre un moment puis de l'extraire au présent, au jeu. Donc, c'est comme de revivre les moments à travers l'écriture que je réalisais, en fait, que j'étais habitée moi-même par des luttes de pouvoir. Parce que j'ai un parcours très atypique, c'est-à-dire que adolescente, j'étais toxicomane et itinérante dans les rues de Montréal. Et en 2007, j'ai 32 ans, je suis à la maîtrise en études des pratiques psychosociales et puis je me sentais vraiment déchirée entre deux mondes avec le sentiment d'imposteur, si les gens découvraient qui je suis. Mais je me sentais vraiment appelée à approfondir cette question-là de lutte intérieure. Alors, tranquillement, pas vite, je me suis mis à écrire des moments, des souvenirs de ma vie que j'appelle ma vie absurde, de cette partie-là de ma vie, des moments de ma vie qui ont été difficiles, douloureux, de l'enfance jusqu'à la vie adulte, mais aussi des moments forts de déploiement, de force, de détermination. Et ça a donné un mémoire de maîtrise qui s'appelle De la victimisation à l'actualisation de soi. Parce que ce parcours de recherche m'a permis de me réapproprier l'ensemble de mon histoire, de redevenir avec mon passé. Et donc, au moment de présenter ma recherche dans le cadre du colloque des pratiques en histoire de vie québécois, on m'a proposé d'écrire sous forme de récit de vie parce que c'est pas simple de donner accès, de donner une voix aux gens qui ont vécu l'itinérance. C'est pas tout le monde qui a cette facilité avec les mots. Et je me sentais vraiment portée par le désir de sensibiliser les gens à la question là, de la dépendance, de l'itinérance, que c'est pas un choix, c'est pas une décision qu'on prend un matin puis bang, on devient itinérant, toxicomane, et de s'en sortir non plus, c'est pas à partir d'une décision et ça y est, on en est sorti. Il y a tout un parcours complexe d'apprivoisement de la vie normale qu'on dirait, parce qu'évidemment ce qui pousse les jeunes à la rue, puisque moi j'étais adolescente, donc c'est vraiment un récit très personnel, c'est pas généralisable, mais dans mon cas à moi, ce qui m'a poussé à la rue, ce sont plusieurs moments de rupture sociale, rupture familiale. Donc pour revenir dans une vie plus satisfaisante, si on veut, là, pas juste exister, bien, il a fallu que j'aille réparer cette question du lien social. Et c'est ce que je raconte, en fait, là. Il y a 2 livres. J'ai écrit d'abord L'enfer d'une fille de rue, parce que c'est vraiment cette partie-là de ma vie qui avait besoin de sortir de moi puis de transmettre au monde. Donc, ça débute, je suis dans la rue, puis on suit mon parcours de sortie de rue, mais on voit vraiment toute la complexité de me lever le matin et de me laver tous les jours. Moi, j'aurais voulu qu'on m'applaudisse pour ça, puis qu'on dise hey, bravo Isabelle, tu sais, t'as réussi à pas consommer aujourd'hui et à te laver aujourd'hui. Tu sais. C'est de là que je partais, ce qui peut sembler complètement absurde pour une personne qui n'a pas ces problèmes
ces problèmes-là. Mais donc, c'est de là que je suis partie jusqu'à apprendre à travailler, donc me lever le matin, produire du travail, attendre ma paye pour payer mes factures et les payer, mes factures. Donc, si je veux de l'électricité, je dois les payer. C'est tout un apprentissage qui doit se faire à vitesse grand V quand même pour juste subvenir à mes besoins de base. Puis ensuite, le parcours à l'université et tout ça, là. Donc, voilà, je pense que... Ouais, vraiment intéressant. C'est-à-dire que je comprends que tu étais ton propre sujet de recherche parce que Oui. il y en a souvent, on fait une thèse et puis on va prendre un sujet extérieur à nous-mêmes, ce qui est logique aussi. On n'a qu'un sujet d'intérêt. Mais toi, tu as vraiment été faire un travail en dedans. Est-ce que ça avait tout un travail en même temps psychologique et il y avait tout un processus intérieur qui se faisait ou c'était quelque chose que comment tu dealais avec tout ça? Oui, c'est vraiment intéressant de découvrir que d'abord, tous les étudiants à cette maîtrise en études et pratiques psychosociales, c'est une recherche radicalement en première personne, comme on dit. Donc, tout le monde est son propre sujet et le chercheur à la fois. Donc, on met à l'avant-plan l'expérience subjective. Donc, il y a tout ce travail d'auto-validation. Parce que quand je parlais de rupture sociale tout à l'heure, les événements qui m'ont amené vers la rue, ça a beaucoup été des expériences de validation négative. Donc, j'étais une enfant trop turbulente, trop sensible, arrête de faire ça, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. Alors, il y avait pas j'ai pas vécu d'expérience de validation, d'encouragement, de soutien. Alors, la, le trajet de guérison ou du rétablissement passe nécessairement par là et c'est ce que j'ai pu vivre au travers des différentes euh, activités de recherche, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord par l'écriture cette autorisation-là que je me donnais à moi-même de vivre les émotions qui étaient reliées à ces souvenirs que j'écrivais. Que j'avais peut-être pas les mots au moment des événements quand j'avais 7 ans, 10 ans, 15 ans. Certainement, d'être l'adulte que je suis aujourd'hui et d'aller chercher cet enfant-là et la ramener jusqu'au présent. Donc, il y a cet aspect psychologique d'accompagnement par l'écriture qui est nécessairement le propre de l'écriture en pratique des histoires de vie. Et au travers tout ça, toute la ressurgescence des émotions assez intenses parce que je ne les avais jamais vécues, je les avais toujours fuites dans ma course effrénée puis dans la consommation de drogue. Bien, il a fallu que j'accompagne aussi avec une psychologue et aussi via le corps, donc des pratiques d'accompagnement corporel. J'ai choisi la somatopsychopédagogie, qui est un bien grand mot pour dire que dans le corps, il y a des mémoires, des événements, il y a des mémoires signifiantes, il y a des mémoires émotionnelles. Et j'ai vécu vraiment un accompagnement où juste pour imager, là, la première fois que je me suis étendue sur une table de massage et puis que la massothérapeute a déposé ses mains juste ici sur ma poitrine, juste pour que je me dépose sur la table, j'ai fait une crise de panique parce que je me sentais tout d'un coup coincée entre quelqu'un et une table et il y a toute cette expérience de terreur à l'intérieur de moi à ce moment-là. Et euh, donc, l'accompagnement par le corps pour aller soigner les émotions qui sont sous-jacentes, qui parfois même que j'avais pas accès là, à cause de la consommation de drogue. Et alors, du coup, il en est sorti des livres. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu justement de ton travail et qu'est-ce que les gens pourraient retrouver justement dans ces écrits-là? Bon, tu nous en as déjà parlé, pardon. Tu nous en as déjà parlé un petit peu. Oui, Alors, L'enfer d'une fille de rue, la couverture est très accrochante. Là, quand on le croise à la librairie, évidemment, on voit quelqu'un qui consomme par injection.
parce qu'on souhaitait quand même, avec la maison d'édition, de rejoindre un grand public, puis on sait que les gens sont curieux de ces phénomènes-là, mais en fait, ce qu'on retrouve à l'intérieur du livre, c'est plutôt une expérience, un récit qui aborde des thèmes difficiles comme l'itinérance, la prostitution, la violence, les agressions, mais abordé d'une façon très sobre et lumineuse, c'est-à-dire que je m'étends pas dans les détails, j'en mets pas plus qu'il faut. Je veux simplement que le lecteur, dans les 2, 3 premiers chapitres, puisse connaître quel est le paysage de la faune montréalaise dans les rues des années 90. Mais rapidement, dès le 4e chapitre, là, 3e et 4e chapitre, on est vraiment dans mon parcours de réinsertion sociale et ce que ça l'a demandé. Et comme c'est une écriture au présent, alors le lecteur, il est vraiment avec moi dans ces moments-là. C'est pas une description extérieure, c'est pas de la narration, c'est vraiment une expérience intériorisée. Je donne accès à mes pensées, mes réactions par rapport à ces événements-là qui sont en train de se dérouler là, pendant la lecture. Et j'amène le lecteur donc de la rue en 91 jusqu'à mon emploi à la fin de ma maîtrise en 2017. Et tous les gens qui l'ont lu, en fait, la raison pour laquelle que je voulais l'écrire, d'abord, il fallait que ça sorte de moi, toute cette expérience-là, pour boucler la boucle avec la réappropriation de mon vécu de vie en entier, mais je voulais aussi essayer de toucher monsieur, madame, tout le monde, de dire, voyez-vous, l'itinérant que vous voyez sur le coin de la rue pour les gens de la ville ou pour les gens de la Gaspésie plus près de chez nous, ben dire les gens qui sont en situation de pauvreté, les gens qui vivent des difficultés avec la consommation de drogue, ben ce sont les enfants de quelqu'un, les parents d'un autre, le frère, la sœur. Ils ont des vies, ils ont une expérience, ils ont des émotions. Ils sont confrontés aux réactions des gens qui les croisent sur la rue. Et ben, je pense que mon objectif est atteint. J'arrive du Salon du Livre de Montréal et plusieurs personnes sont arrêtées me voir pendant mes périodes de dédicace pour me dire je l'ai lu, votre premier, vous m'avez touché, je comprends mieux, j'ai des questions pour vous. Il y a toute une expérience pour le lecteur d'être justement plongé dans un récit très, très subjectif de mon expérience très intime. Alors ça, c'est pour l'enfer d'une fille de rue et ma nouveauté. L'enfer d'une fille de rue est sorti en 2020 en pleine pandémie et j'ai quand même réussi l'exploit d'en faire un best-seller. C'est 10 000 copies vendues malgré qu'il n'y avait pas d'activité de promotion à l'époque, là. Donc, je suis très, très fière de ça. Et puis, les lecteurs me demandaient toujours, mais qu'est-ce qui t'a poussé vers la rue ou pourquoi as-tu choisi la rue? Puis je dis aux gens, attention, là, on ne choisit pas de devenir itinérant, c'est une succession d'événements qui nous poussent vers cette solution-là. Et j'avais pas encore trouvé les mots pour aborder mon enfance sans en faire une histoire. C'est-à-dire que je veux pas blâmer personne. Le prologue du livre parle justement de comment choisir les mots sans heurter mes parents. Je ne rends personne responsable des choix que j'ai faits plus tard dans ma vie. Je me souviens plus quel grand penseur. Je crois que c'est Sartre qui dit je ne suis pas responsable de ce qu'on a fait de ce qu'on a fait de moi, mais je suis responsable de ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Donc mais j'avais quand même besoin d'écrire et sensibiliser la population sur. C'est un phénomène social, c'est pas privé. On parle de la négligence dans l'enfance, on parle de l'intimidation à l'école, on parle des placements en centre jeunesse, toujours comme si c'était singulier, que c'était privé dans les familles, mais c'est un phénomène social. Et dernièrement, la Commission Saint-Laurent nous a mis un éclairage sur les contextes des jeunes qui sont sous la protection de la jeunesse, des déplacements, les multiples déplacements. D'ailleurs, j'invite les gens là à consulter
la page Facebook du collectif des ex-placés de la DPJ qui ont comme mission justement de sensibiliser et informer la population sur c'est quoi exactement la réalité des jeunes qui sont déplacés. Là. Il y en a qui ont été déplacés comme 25 fois entre l'âge de 8 ans et 17 ans. Là. Ça donne une idée plus claire de ce que c'est cette réalité-là. Et moi, je voulais participer avec mon récit, le début du calvaire d'une jeune femme. Les deux livres sont édités chez Béliveau Éditeur. Et puis, donc, j'offre mon récit encore une fois, c'est de l'écriture performative au présent, au jeu. Donc, le lecteur m'accompagne dans des moments vraiment signifiants, soit de manière douloureuse ou de grand déploiement, de compréhension ou de cheminement personnel. Et pour qu'ensemble, on réfléchisse à ces facteurs-là sociaux, qu'ils soient familiaux, scolaires, il y a vraiment quelque chose qui se passe au Québec où il y a une répétition des difficultés relationnelles. C'est complexe, les dynamiques relationnelles familiales. Et comme je le disais, vraiment, mon objectif, ce n'est pas de blâmer mes parents, mais de mettre en lumière qu'il y a quelque chose qui se passe de génération en génération. Et chaque génération future offre plus à ses enfants, mais demeure quand même certaines lacunes relationnelles. Et je parle des miennes. J'aborde dans mon livre. Moi, en tant que mère, j'ai eu 2 enfants qui sont adultes aujourd'hui, mais c'est ce que je souhaite mettre en lumière, c'est que bien qu'on ait tout l'amour qu'on a pour nos enfants, il se passe quelque chose qui se transmet de toute façon, et je suis pas psychiatre ni psychologue, donc c'est pas de ça que je relate, mais dans l'expérience personnelle, quelle sorte d'adulte on veut être pour les enfants de notre entourage. Tu sais, tous les enfants ne naissent pas égaux, mais une fois adultes, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle position on peut prendre comme adulte pour être un phare, une lumière, un soutien pour les enfants de notre entourage? Ah, vraiment intéressant. Je comprends, il y avait vraiment, tu avais un premier volet dans ton premier livre, de tout un parcours personnel. Et là, j'entends qu'avec ton deuxième volet, il y a une volonté de dénoncer quelque chose, mais de mettre en avant quelque chose qui concerne un peu plus un phénomène dans la société. Tout à fait. Mm. Ça fait comme un effet d'entonnoir. C'est souvent ce que je dis aux gens, c'est comme d'avoir débuté avec l'enfer d'une fille de rue à partir de moi. La relation, les mots se bousculent dans ma bouche, là, mais ce que j'ai découvert à la maîtrise, c'est qu'il y a d'abord le rapport à soi. Sans le rapport à soi, il n'y a pas le rapport à l'autre. L'altérité n'existe pas. On est pris avec soi. Puis quand on est dans des situations difficiles, émotionnellement, psychologiquement, le rapport à l'autre est souvent un rapport justement de lutte de pouvoir, c'est-à-dire que j'ai déjà peine à gérer mon propre rapport à moi-même, que n'importe quoi qui arrive de l'extérieur est pratiquement une menace au peu d'intégrité que je réussis à conserver avec moi-même. Et grâce à mon parcours, à la recherche, puis de faire cet accompagnement corporel, psychologique et d'écriture, mon rapport à moi-même est devenu sain, nourrissant, joyeux, lumineux. Et là, tranquillement, pas vite, c'est développer le rapport à l'autre et le rapport au monde. Donc, je me sens plus menacée par la planète au complet. J'ai pas l'impression que l'univers conspire contre moi parce que j'ai des épreuves une après l'autre. Au contraire, je trouve que plus je me suis occupée de moi et de ma vie, plus la vie m'offre un parcours d'épanouissement incroyable que j'appelle sur mes réseaux sociaux ma vie plus grande que nature. Là, j'ai peine à réaliser là, tout ce qui arrive vraiment de formidable. Et ça a été le même chemin avec l'écriture, c'est-à-dire que je suis passée de mon récit à moi, mon histoire à moi qui était plus intime et pas tout à fait confrontant, mais lourd de sens pour vraiment redescendre plus profondément dans les racines, la source peut-être là, de la problématique psychique, psychologique et qui touche en fait, comme vous l'avez dit là,
une partie de notre société au Québec là, qui sont confrontés avec ces problématiques de relationnelles, soit familiales, sociales. Est-ce que Est-ce que tu utilises toujours je veux dire, est-ce que l'écriture, je comprends que c'est un outil qui te sert beaucoup. Et est-ce que c'est quelque chose auquel maintenant tu t'es approprié ça comme dans une démarche qui est qui ne s'arrête pas, ou est-ce que tu as des projets encore, des idées de vouloir déposer encore d'autres choses pour nous présenter d'autres livres? Comment ça se passe en ce moment? Bien, ça se bouscule aussi les projets, c'est-à-dire que j'ai décidé de m'inscrire au doctorat, ce qui est un doctorat sur mesure, mais en fait, c'est parce que je veux aller chercher en quoi et comment la gestion bienveillante, parce que toute cette question de singularité, de validation de la singularité de l'autre, reconnaître les compétences, reconnaître, bref, il y a quelque chose pour moi aujourd'hui là, qui m'apparaît vraiment important, surtout dans un contexte des réseaux sociaux où tout va vite, toute la question relationnelle au travail. Donc, je veux aller questionner là, dans le cadre d'un doctorat, mais pendant mon expérience du Salon du Livre de Montréal, tellement de gens sont venus me voir après avoir lu le premier livre, qui s'enquièrent du deuxième, et là, me racontent leurs expériences de résilience. Alors, ce que je me rends compte, il y a toute il y a plein de gens qui vivent chacun leur drame. Tout le monde a été confronté à un moment donné ou un autre à des situations compliquées, parfois douloureuses, que ce soit des deuils ou au niveau de la santé, tout ça. Puis, ça m'a vraiment marqué à quel point chacun porte son histoire, même des gens qu'on pense connaître. Là, je pense à des collègues auteurs chez Béliveau qui tout d'un coup racontent un pan de leur histoire de vie, puis je fais « Oh mon Dieu, mais hein, toute une histoire hein? ». Alors j'ai envie d'écrire un autre livre, mais qui parlera pas de moi, qui va parler des autres femmes, voix de femmes. Je sais pas encore si c'est VOIE ou VOIX. De femmes, mais j'ai envie de donner parole aux personnes qui ont des parcours de résilience incroyables, parce que il y a une relation qui se crée entre l'histoire dans le livre et la personne qui le lit, et vraiment les témoignages des gens qui viennent me dire « Oh mon Dieu, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a donné de l'espoir, même si les sujets sont pas les mêmes, je pense que de lire des récits de résilience d'autres personnes nous nourrit et nous donne de la force à nous aussi à travers nos propres expériences. Des bons projets, hein. Si les gens qui nous écoutent, ils voudraient se procurer les livres, dans le fond, est-ce que, j'imagine, ça se commande en ligne ou on peut avoir accès à les librairies locales comme en Gaspésie? Oui, c'est disponible. Le Béliveau, qui est une grande maison d'édition au Québec, la plupart des librairies les tiennent. Parfois, ils ne les ont pas en main. Vous pouvez le demander. Alors, je sais que la librairie Alpha de Gaspé se fait un devoir d'en avoir plusieurs exemplaires en main. Mais pour toutes les librairies au Québec, là, c'est disponible. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Isabelle, pour ton temps et ce partage. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Les Jardins Fleuris de Pabeau est prête pour le temps des fêtes. Encore une fois cette année, la boutique du 14 rue Hamilton à Pabeau est ouverte avec un superbe choix de décorations de Noël et d'idées cadeaux pour toute la famille. Venez vous procurer l'ensemble de vos décorations de Noël chez nous et profitez de l'occasion pour choisir votre magnifique sapin de Noël naturel. On vous attend, ce sera un plaisir de vous rencontrer.